Bonsoir. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Donc comme tu es au courant, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Là, on a déjà fait 50 000 km à travers la planète. On a rencontré un paquet de personnes, plus de 320 interviews. Et c'est un sujet qui nous passionne et on a envie de transmettre en tout cas cette question et que les gens se posent cette question, qu'est-ce que le bonheur pour soi? Donc tu t'appelles Serge Augier, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis à la fin pour le moment d'une lignée taoïste clanique, qui est un taoïsme très différent du religieux. C'est un taoïsme non culturel. C'est vraiment lié à l'essence de l'être humain. Et donc ça se réfère pas du tout à un pays ou à un type de personne en particulier. C'est une tradition qui développe le corps, l'esprit, les émotions et la vitalité. D'accord, ça fait longtemps que tu pratiques? Depuis que j'ai 7 ans. Ah oui, effectivement. Depuis presque 40 ans. Ah oui, d'accord. Ça passe vite. Ça passe vite. Est-ce que tu as réfléchi, toi, au bonheur dans ta vie? En fait, moi personnellement, pas plus que ça, parce que c'est ma pratique qui m'amène le bonheur et j'y ai pas réfléchi pour moi personnellement. Et je suis heureux. Mais dans ma tradition, c'est un vrai sujet. Donc non seulement j'y réfléchis, mais j'ai des textes là-dessus traditionnels, des enseignements, et j'ai même écrit des livres là-dessus. Donc oui, c'est un questionnement qui est d'actualité pour moi. D'accord, alors qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Traditionnellement, dans notre tradition, on dit bien que le bonheur est une perception et acceptation de la réalité. Alors ça a l'air simple comme ça, mais c'est extrêmement compliqué. Deux choses. La première, c'est cette idée de la réalité. Le vrai, le réel est inapprochable. On ne peut pas l'avoir, mais on peut s'en rapprocher. On peut avoir des moments et on peut multiplier ces moments. Mais à l'instar de beaucoup, on dit dans notre tradition, être confronté à la réalité n'est pas source de bonheur. Parce que après avoir vu cette réalité, il faut l'accepter. Et pour beaucoup, la confrontation à la réalité, c'est pas rigolo du tout. C'est pour ça qu'au début, on travaille d'abord sur un renforcement du corps, de l'esprit, du rapport aux émotions, du rapport au souffle, de la vitalité, pour être justement capable d'affronter cette réalité qui nous met devant nos mensonges, nos incohérences, et tout ce qu'on ne veut pas voir en fait. Est-ce que c'est pas aussi des mécanismes sociétaux? Est-ce qu'on n'est pas conditionné? Alors, notre environnement nous le renforce en ce moment, parce qu'on est dans une société de consommation où on confond l'être et l'avoir, ce que je suis profondément et ce que je possède. Donc ça, aujourd'hui, c'est clair qu'on est en plein dedans. Mais foncièrement, l'humain est comme ça. C'est-à-dire que pour se construire, il doit créer un ego. En créant cet ego, il va vouloir l'embellir, le grandir, le rendre plus puissant. Et de là, il part sur la mauvaise route. Donc on doit le construire, sinon il n'y a pas d'individualité. On dit dans la tradition que c'est dangereux, parce qu'en fait c'est la folie. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est ça. Si tu ne crées pas ton ego correctement, bah, tu es dans la psychose, voire les névroses, mais sûrement plus de psychose. Donc on est obligé. Et notre chemin, c'est de redéconstruire ça. On construit la personnalité, on s'installe en tant qu'être humain différent, et on doit retrouver l'universalité. Alors justement, moi ça me fait penser à l'école de la vie qu'on a envie de créer. Voilà. Et ouais, je me dis justement, tout part depuis le début, c'est-à-dire à la base de la maternelle, quoi, grosso modo de l'éducation, quoi. C'est clair. Et donc c'est ce qu'il faut faire, au final. C'est qu'il faut créer une école de la vie où on va tout réapprendre, en tout cas apprendre dans le bon sens, quoi, ce que fait pas l'éducation nationale, quoi. Ah bah, moi qui ai une petite fille là, et je suis confronté là aux maternelles qui sont, pour moi, dans ma vision, le plus important. Parce que l'enfant, quand il est petit, il absorbe tout, ça va créer sa manière de faire plus tard. Et étonnamment, il n'y a pas que les meilleurs qui enseignent en maternelle. Souvent, on trouve des gens qui sont un peu mis de côté, ou qui sont... Et c'est très effrayant, on voit qu'ils sont un petit peu lâchés dans la nature. Ouais, ça fait flipper. Ouais, ça fait flipper. Et déjà, moi, à l'époque, moi j'ai 36 ans, quand j'étais en CM2, je faisais partie des enfants qu'on mettait de côté, parce que qui étaient justement un petit peu différents, tu vois, qui rentraient pas dans le moule, quoi. Et je vois que les années ont passé et ça s'arrange pas du tout. T'es mis en compétition, on te coupe de ta créativité, t'es jugé, enfin, il y a tout à revoir, quoi. Je vais te donner une anecdote là-dessus. Ma fille a 5 ans et demi, donc elle est au moment où elle s'affirme, au moment où elle veut... et étant très créative, elle est dans sa tête. Et donc là, dernièrement, elle a fait un dessin
mais elle n'a pas exactement écouté ce que disait la maîtresse parce qu'elle était inspirée par les couleurs, par les choses. Et au bout d'un moment, super contente d'avoir fait son dessin, elle dit à la maîtresse, regarde, c'est quand même cool ce que j'ai fait. La maîtresse fait, c'est pas ça, poubelle. C'est horrible. Et elle pleurait, quand j'étais la chercher, elle pleurait. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Comment couper un enfant dès le départ, quoi. C'est dingue ça. C'est vrai. Ouais, donc il y a tout à refaire. Donc nous on est parti dans cette idée de créer une école de la maternelle jusqu'au bac pour revoir complètement le système, quoi. En gros, quoi. Et comme tu le dis, tu vois, il y a une forme de déconditionnement à avoir à l'heure d'aujourd'hui qui, à mon sens, pour un adulte peut être très rapide pour certains, mais très long aussi pour d'autres. Dans le concept d'accepter la réalité, c'est aussi le fait d'accepter le bonheur dans le simple, le bonheur dans les choses qui sont, pas dans celles qui sont pas. Et aujourd'hui, ça c'est un concept qui ne passe pas. Parce que, oui, mais je veux mon iPhone. Oui, mais j'ai pas les bonnes baskets. Et là, il y a un vrai problème parce que on est parti trop loin et les gens n'ont même pas conscience que les valeurs qu'ils vénèrent sont l'argent, le pouvoir. Et donc, il y a vraiment un switch qui s'est fait tellement fort que là, ça va être compliqué. C'est clair, ouais. En fait, on nous a fait croire qu'on peut être heureux par le matériel. Complètement. Alors que c'est totalement l'inverse. Exactement. Dans le Tao Te Ching, dès le début, on dit si on arrive à sortir de ce qu'on désire, des projections qu'on peut faire sur les choses, et qu'on reste sur soi, on est dans le Daxuan, dans le grand mystère, qui est le nom de mon école d'ailleurs, qui est dans le mystère, qui est le fait que toutes les choses sont la porte ouverte aux 10 000 merveilles. On peut tout avoir. Parce qu'on regarde ce qu'on a, et on passe beaucoup plus de temps à être heureux et profondément touché par tout ce qu'on a, au lieu de vouloir des trucs qu'on n'a pas. Ouais, ça revient à cultiver son bien-être. Complètement. Parce que le bonheur, il est là. Bah oui. C'est ça qui est génial, on n'a rien à faire. C'est trop simple pour aujourd'hui. Le bonheur, il est trop simple pour la société d'aujourd'hui. Il n'y a pas assez à faire. Moi, je vois quand j'enseigne des choses qui sont source de bonheur, la respiration, le fait de marcher, tu vois. Les gens, ils écoutent un peu, mais ils disent, mais après, on va faire des trucs avec l'énergie qui tourne et qui passe dans les méridiens. Je fais, regarde. Profite. Et voilà. Et ça, c'est très dur aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est très dur pour une bonne partie de la population de se poser. Ouais. Peut-être ce que j'appelle moi dans le slow travel, dans la slow attitude, de prendre le temps, quoi, clairement. Ouais. Mais il y a un truc qu'il faut pas ignorer, c'est que moi je vois beaucoup de gens en général, et j'ai eu avant des cabinets de médecine chinoise, d'acupuncture, un peu partout où j'ai voyagé. Et il y a quand même beaucoup de gens à qui tu dis ça, et qui te disent, ton idée de bonheur c'est intéressant, moi j'ai limite à manger pour bouffer ce soir, je sais pas trop où je dors la semaine prochaine. Donc c'est vrai que lui, son bonheur, il voudrait savoir où il mange, où il dort. Donc il y a ça aussi, il y a une tension économique, sociale, une pression qui fait que les gens se posent pas tout de suite cette question-là. Ouais, alors même moi je vais même plus loin dans ma réflexion, je me dis que les médias, la télé, les radios, etc., ça fait partie d'une forme de conditionnement qui est très puissante, et ça sclérose une population. Ça les stresse, etc. Donc du coup, évidemment, c'est un très bon moyen pour maintenir une population dans un état un peu spécifique. L'Amérique fait ça depuis longtemps et ça marche très bien. Ils ont la culture de la peur et ça tient les gens en place. De temps en temps, il y a des petites crises, mais ils se relèvent et c'est reparti d'autant plus. Ils achètent des flingues en plus et tout va bien, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils à transmettre justement pour cultiver son bien-être, la power attitude, tu vois, l'happiness, il y a des choses à faire au quotidien? Il y a un premier truc qui aujourd'hui est très important, qui est pas assez pris en compte, ou alors très mal pris en compte, le renforcement de l'individu. Les gens ne peuvent pas être heureux s'ils sont faibles. Et ça c'est un truc terrible parce que c'est transformé bizarrement en personnes qui vont courir tout le temps à se faire péter le cœur, d'autres à soulever de la fonte pour ressembler à n'importe quoi, et ils ont une mobilité réduite, ils sont même pas efficaces dans ce qu'ils veulent faire. Mais il faut un renforcement. Aujourd'hui, la plupart des gens sont un peu faibles physiquement, et quand on est faible physiquement, on peut pas s'empêcher de pas être bien. On a peur. Et donc ça, ce premier truc, oui, il faut ramener un genre d'éducation, de mobilité, beaucoup plus naturel, beaucoup plus instinctif, qui crée une force. Chez nous, dans ma tradition, on a un truc très simple qui est l'enracinement. Ce sont des exercices
très simple que je montre à des gens. J'ai un élève, il avait une dizaine d'années, et j'ai une élève qui avait 85 ans. En 2 à 3 mois, ils le chopent tous, ce truc-là, c'est très très simple. Ça fait qu'en 2 à 3 mois, quand tu leur attrapes les bras et que tu veux les pousser, mais ils bougent pas. Et que tu tires, ils bougent pas. Et c'est pas psychologique, c'est ça. Eh ben, ils sont transformés les gens avec ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est le lien entre le corps et l'esprit, qu'on peut tester par la coordination. Tu vois un mouvement extrêmement simple que tu comprends parfaitement, et pourtant, quand tu veux le faire avec ton corps, ça marche pas. Ben, c'est juste cette liaison-là. C'est la vraie détente, en fait. La détente, c'est tu vois un geste, tu peux le faire. Alors, évidemment, tu vois un gymnaste qui arrive, qui fait un triple saut périlleux, qui tombe, bah oui, non, mais il a des qualités physiques qu'on n'a pas. Mais si tu vois un geste qui ne demande pas de qualité physique et que tu peux pas le refaire, il y a un problème. Les liaisons. Ces deux trucs-là, l'enracinement et les liaisons. Après, la respiration. La focalisation sur la respiration, la capacité de rester de 10 minutes à une demi-heure juste sur son souffle. Pas besoin d'encens, de lotus, de machin, installer confortablement, téléphone éteint, et juste sur son souffle et sa respiration. Parce que là, on travaille un peu l'esprit, un peu l'émotionnel et un peu la vitalité. C'est une espèce de raccourci qui fait tout. C'est proche de la méditation, non? La méditation, ça devient technique, et il y a une grande différenciation qui est malheureusement pas souvent faite entre le mental, donc le travail de l'esprit, ce qu'on appelle chez nous le Shengong, l'entraînement de l'esprit, qui n'est pas manifesté. L'esprit n'existe pas. Quand il vient dans notre corps et qu'on le sent, c'est plus du mental, c'est de l'émotion. Donc il est descendu dans le corps, et là il est lié au souffle. Donc il y a vraiment le corps, l'esprit, qui n'est pas dans notre perception, parce que c'est ailleurs, et qui n'est pas limité d'ailleurs, et après il y a l'émotionnel. L'émotionnel est lié au souffle, est lié à véritablement la vitalité du corps. C'est pour ça que les émotions nous fatiguent et peuvent nous tuer quand même. Le mental pur ne peut pas nous tuer. C'est-à-dire que si tu as une pensée extrêmement négative, mais parce que tu es entraîné ou parce que tu es bizarre, ça ne te touche pas, et ben ça ne te fera rien. Cette même pensée négative commence à te gêner, tu le sens dans ton corps, accélération du rythme cardiaque, chaleur du corps, tu sens une tension, là c'est devenu une émotion. Et là c'est lié au souffle. Donc c'est ce travail qu'il faut différencier, parce que méditer sans travailler sur l'émotionnel, bah, ça ne nous aidera pas. Travailler sur le souffle, mais pas clarifier le processus mental, ça ne marchera pas. On est vraiment obligé d'avoir ces trois facettes d'une manière ou d'une autre. Ouais, tout est imbriqué, quoi. On est obligé. L'esprit tient dans le corps, c'est-à-dire quand le corps est trop malade, on ne peut pas méditer, on peut pas... Mais ma capacité d'attention de mon esprit, il y a plein de gens qui méditent, ils disent mais j'arrive pas à rester concentré. Oui, parce qu'il n'a pas assez d'énergie, de vitalité, du souffle. Donc il faut du souffle pour rester en méditation, mais il faut qu'un corps ne fasse pas mal pour le faire. Et après, quand mon corps veut marcher, veut agir dans le monde pour rendre justice, pour agir, pour faire des efforts, il faut que mon esprit soit clair et que mes émotions soient stables. Donc c'est un cercle, quoi. Ouais. Quand on parle de souffle, tu parles aussi de chi, c'est deux choses distinctes? Oui, ouais. Je viens vraiment d'une tradition qui n'était pas culturelle. J'évite un maximum les termes chinois. Le chi, quand tu regardes, c'est l'air et la nourriture. En gros, l'énergie, c'est ce que tu manges et ce que tu respires. Bon régime ou bonne manière de digestion avec du sport, bonne prise d'air consciente, et c'est le chi. Donc, je parle de vitalité. Oui, puis alors j'imagine que vitalité, en plus, ça parle à un maximum de personnes. C'est clair. Que le chi, quoi. Et tout le monde veut de la vitalité, et le chi, tu te dis, je sais pas. Laissez-moi réfléchir. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Donc, si je résume, c'est enracinement. En tout cas, force. Le corps, il a besoin de force, d'enracinement et de détente. Le souffle, il a besoin d'être expérimenté, ressenti et développé. Et donc... et l'esprit. Ouais. L'esprit doit être dissocié. Il faut savoir se dissocier de son ego, de qui on croit être. Le petit personnage qu'on a dans la tête, c'est pas nous, puisqu'on peut l'observer, et on peut l'observer, l'observateur, etc. Et que parfois on agit dans le monde, et on se rend compte que c'est pas nous. On se dit, mais je pensais pas que j'aurais fait ça. Donc on a dans l'esprit une dissociation importante à faire avec celui qu'on croit être, puis une union avec celui qu'on est vraiment, pour après, comme on dit dans les tablettes de Liu Zongbing, errer sans but. Ouais. Juste être tranquille. Juste être. Voilà. Ouais. Donc il y a ces trois facettes. Alors ce qui est marrant, c'est quand on t'écoute, on se dit, mais c'est trop simple. La technique est simple, il faut juste un tout petit peu de temps.
D'accord. C'est quoi un petit peu de temps? Alors, tout le monde, quand il commence à pratiquer, en 20 minutes, une demi-heure par jour, tout le monde ressent un truc phénoménal. Pourquoi? Parce que tu passes d'un moment où tu faisais rien à un moment où tu pratiques. Donc là, C'est logique. voilà. Après, ce truc-là, si tu continues à pratiquer, c'est-à-dire si tu t'arrêtes pas avec le côté tout nouveau, tout beau, mais que tu continues, en 3-4 mois, de 3-4 mois à 2 ans, il y aura des hauts et des bas. Ça sera stable en 2-3 ans. Et ça sera, mais en 2-3 ans, coup de stress, copine qui s'en va, le boulot ça marche pas bien, on peut refaire des chutes. Et au bout de 6 à 8 ans, c'est posé. Ah ouais, 6 à 8 ans, d'accord. Ouais, mais on est un peu complexe en tant qu'être humain, et croire qu'on pourrait tout changer, c'est pas possible. Non, mais la société nous fait croire, enfin en tout cas, faut que tout arrive tout de suite, tout soit très rapide. En même temps, si demain tu veux t'acheter des bonnes baskets, tu vas dans un magasin et que tu vois des baskets qui ressemblent à ce que tu aimes à 1,50€, tu vas pas les acheter. Mais pourtant, les gens regardent les trucs en disant maigrir en 10 jours, perdre 20 kilos et tout. Alors ils payent, non? C'est ça. Le bon sens est celui qui a pris le plus cher dernièrement, parce que les gens ne s'arrêtent plus pour réfléchir 2 secondes. Et ils se laissent embarquer dans des trucs et pas d'autres, ils se rebellent contre d'autres trucs et tout. Mais le bon sens, il y a eu un problème dernièrement, il y a eu un vrai problème de bon sens. Je suis presque convaincu, ouais. C'est incroyable. Ouais, je sais pas ce qui se passe, ouais. Moi, je mets ça sous le compte de le conditionnement sociétal, avec la pression. La pression, avec tout ce que ça englobe. Mais effectivement, on a perdu du bon sens. Si tu es aussi habitué à voyager, tu le vois vite que dès que tu pars de France, il y a quand même déjà beaucoup plus de bon sens dans beaucoup d'autres pays, quoi. Moi, c'est pas toujours vrai parce que je vais beaucoup aux États-Unis. Okay. Mais sinon, oui. Alors, les États-unis, c'est très ambigu, quoi. Ouais, ça joue entre les deux. Ouais. Je vais beaucoup en Californie. Californie, ouais, c'est un peu the place to be, hein, ces dernières années. C'est clair. C'est quand ton dernier voyage en Californie? Pour ma famille, en fait, j'y suis tous les avril-mai. D'accord. Parce que là-bas, c'est pareil, moi je constate que, bon, ok, on est dans des extrêmes, hein, positifs comme négatifs, mais il y a quand même aussi une forme de prise de conscience et de bon sens qui est intéressante quand même sur place. Oui. Ouais. Mais en Californie et aux États-Unis en particulier, ils ont ce côté que tu retrouves même dans le business, dans les prêts immobiliers ou dans les chances qu'on peut donner à des jeunes, c'est qu'ils partent du principe de « Ok, je te crois, on va essayer ». C'est ça. Et ça, c'est déjà cool. Bah ouais. Ça, c'est déjà cool. Ils sont plus dans l'intuition. Oui, puis si tu le dis, pourquoi pas, on va voir. Ouais. Après, en revanche, ils vont faire attention à ce que tu as fait ou pas, mais ils te laissent la chance. Ici, on part quand même du principe de non. Oui, c'est vrai. Non. On part du principe de non. C'est pas possible. C'est clair, ouais. Le nombre de fois où j'ai expliqué ma tradition, qui a plus de 1500 ans d'existence, avec des trucs très précis, des textes carrés, une manière de faire, je sais pas si tu vois déjà, mais tu vois, dans mon enseignement, c'est super carré. T'as tel problème, c'est tel truc, tu dois faire ça, c'est super. Et t'expliques ça aux gens, ils font non. Ah ouais. Réfractaire, quoi. Ouais, genre, non. Je crois pas. Non, je pense pas. C'est de la merde. C'est génial. Ah, c'est dingue, ouais, d'accord. Ouais. Tu parlais de la respiration. Moi, je suis le premier aussi convaincu qu'il y a tout un travail, pareil, déconditionnement, on appelle ça comme on veut, mais clairement, on sait pas respirer ou on sait plus respirer. Ouais. Ouais. Et il y a un truc extraordinaire dans tout ce que je montre, la respiration, c'est le seul exercice, c'est la seule matière que j'enseigne où tu sens le résultat obligatoirement. Le corps, tu peux avoir des petits déséquilibres, ou tu peux être vraiment pas bien dans ton corps, ça peut prendre plus de temps, tu peux être gêné même. Ton esprit, pour tout le monde, les premières fois c'est catastrophique, tu dis mais qui c'est là-dedans? Le souffle, comme de toute façon tu passes d'un moment où tu prends 1 millilitre d'air par respiration à peine, et que tu passes à 4 à 7 litres, si tu es bien assis... T'oxygènes tout. Ouais. Là, il y a là, juste sans faire référence à la magie, au chi, au prana, à ce que tu veux, là, ça va juste, tu sens la vitalité, t'es obligé, quoi. C'est que du bon sens pour le coup. T'es obligé, ah oui, complètement. Là, c'est juste des mathématiques, c'est obligatoire. Et c'est ça qui est top, c'est que tout le monde peut le faire. Tu peux le faire au bureau, tu peux le faire aux toilettes, tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire tout le temps, quoi. Ouais. Et il y a un grand concept chez nous qui dit que l'énergie, la vitalité, n'a ni qualité ni quantité. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de nous, dans nous, elle est teintée, obligatoirement, dans notre incarnation. Mais dès qu'elle est à l'extérieur de nous, l'air qui va respirer et l'énergie qui est dedans est parfaite. Donc j'aurai autant de bon air ici que au Grand Canyon ou que en haut de l'Himalaya. Il y aura moins de pollution, mais là on est sur un truc très physique, physiologique, de matières qui vont engluer mes poumons si je fais ma respiration sur le périphérique, c'est pas bon. Mais
l'énergie, elle, est parfaite toujours. Ça, c'est beau à savoir. Et il n'y a pas non plus de quantité. Il y a que si je suis dans un KGB, j'ai autant d'énergie que dans le Grand Canyon. Ouais, je vois. Hein, et c'est juste la manière dont moi je vais le prendre. Et justement, cette histoire de percevoir la réalité et de l'accepter, si je ne l'accepte pas, je ferai pour de vrai une moins bonne pratique dans ma salle de bain que dans la forêt. Évidemment, ouais. Mais si je suis passé à travers ce genre d'entraînement et que j'ai accepté ça, je ferai la même pratique dans ma salle de bain que dans Ouais, une bien forêt. sûr. C'est tout le pouvoir aussi des pensées. Complètement. Ouais, ouais. C'est incroyable. À mon sens, c'est ce qui crée ton monde dans la vie de tous les jours. Alors moi je ferai ce sera l'émotion. L'émotion, d'accord. C'est-à-dire c'est la pensée manifestée. Quand la pensée reste pensée, elle n'existe pas dans notre tradition. Je vais donner un exemple, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, tous ces trucs-là, qui est un vieux truc qu'on retrouve dans toutes les traditions, on voit chez Pythagore, dans certaines branches du Dzogchen, on trouve partout ce truc-là. Mais il parle bien du fait que la pensée que tu veux matérialiser doit passer par le ressenti, donc l'émotion. Donc elle doit se manifester, elle doit passer de la pure pensée yang absolue et devenir yin et se manifester. On parle d'expérience, de vivre une expérience. Ou de se l'imaginer et de la ressentir. Et là, en fait, on va faire de la magie, on va créer quelque chose à partir d'une pensée. Et dès qu'on le ressent, ça devient de l'émotion, plus proche du souffle et de la vitalité, et on va pouvoir le créer. D'où cultiver son optimisme, le positivisme. Complètement. Et avoir suffisamment de vitalité pour pouvoir rester suffisamment longtemps sur ce qu'on a souhaité pour qu'il se passe quelque chose. Oui, évidemment. Quand tu parles de vitalité, moi ça me fait penser aussi à la nourriture. Complètement. Alors c'est quand même compliqué, je trouve, de bien manger. Alors de moins en moins, parce que voilà, le bio fait son effet, etc. Mais globalement, pour la majorité de la population qui est peut-être pas sensibilisée à tout ça, c'est pas simple, je trouve, de bien manger. Toi, tu as des techniques, je sais pas, Alors nous, on a un régime, ouais. mais avant tout, il y a un truc qui est absolument génial, c'est que depuis les années 50, on nous a vendu le concept que si tu manges trop gras, trop sucré ou pas bien, il suffit de faire du sport et tu vas l'éliminer. Ouais. Et ça fait longtemps que moi, j'en ai même parlé dans mon livre Rajeunissez, je dis mais c'est pas possible au niveau des chiffres, pareil. Et là, il y a eu un très bon documentaire qui est sorti qui s'appelle Fed Up, où là ils ont pris les chiffres. Ils ont dit un gars qui prend son jus d'orange filtré, comme il n'y a plus de fibres, c'est que du sucre, avec son bol de céréales, c'est du sucre. Le lait, je suis sûr qu'il y a un peu de sucre si on regarde bien. Et en fait, si tu prends ça et que tu le manges, il va te falloir entre 3 et 4 heures pour l'éliminer en faisant du jogging. Donc en fait, ça c'est ton petit-déj. Tu dois rajouter ton déjeuner, où tu manges aussi des trucs... Donc en fait, tu es déjà à 20 heures d'entraînement et tu n'as pas passé les 17 heures. Ouais. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc ça marche pas. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut surtout comprendre qu'est-ce qu'aime bien le système. Le système... Ton système. Le système, oui, notre système... il aime bien les trucs cuits, il aime pas les trucs crus, on n'a pas les bons enzymes. Alors ça marche bien, hein. Si tu manges cru, c'est vrai que tu élimines plus facilement, il y a moins de déchets et tout, mais on ne récupère pas autant de nutriments et d'énergie dans la nourriture. Il faut qu'elle soit cuite, mais il ne faut pas qu'elle soit cuite trop chaude. Après 120 degrés, on déclenche un système presque de système immunitaire qui se développe, qui aime pas. Ouais, ça casse tout. C'est trop. Il faut des protéines, mais genre des protéines que tu as acheté, que tu as cuit, pas un truc que tu as en sachet plastique, machin. D'accord. Et il faut des légumes, pareil, cuits. L'idée étant que tu peux être satisfait au niveau de ta faim, mais l'énergie qu'il y a dans la nourriture dépend de deux choses. Depuis combien de temps elle n'est plus vivante, et en combien de morceaux elle a été coupée. C'est-à-dire que une plante, tu la sors de la terre, tu la coupes et tu la manges, elle est à 100%. Une plante, tu la sors de la terre, tu la laves, tu la coupes et tu la conserves, l'énergie s'échappe. Tu prends un morceau de viande, il va chez le boucher, tu le manges, ça va. Prends le morceau de viande, tu le mets dans du cellophane, machin, tu le mets dans une barquette. Et d'ailleurs, encore une fois, le bon sens. Ouvrez la barquette et sentez la viande. Ouais. Ça donne pas envie. Mais c'est ça, tu te dis, mais il n'est pas question de... Il n'y a pas longtemps, un de mes élèves me dit, ouais, mais les sodas, quand même, c'est bon, le goût et tout. Je dis, prends un soda, laisse-le à température ambiante pendant 2-3 heures, ouvre-le, enlève un peu les bulles, prends-en un fond et déguste. C'est horrible. Jamais plus tu le feras de ta vie. Ouais, bien sûr. Donc chez nous, on dit, pour manger bien, surtout quand tu dois simplifier un peu
ton alimentation, pour reposer ton corps, pour te faire une petite cure détox. Légumes cuits, protéines cuites, c'est tout. Matin, midi et soir. À la vapeur? Alors là, comme c'est un peu strict au début, même cuit mais pas brûlé, ça va. Les légumes, alors à la vapeur c'est top, et les viandes au bouillon, c'est une spécialité de chez nous, on a des recettes, et les bouillons, le bouillon devrait être, tu devrais pas pouvoir le boire tellement il est fort, mais quand tu fais cuire ta viande, elle sera légèrement épicée, et des légumes cuits, la vapeur c'est idéal, mais même dans l'eau ou dans le bouillon aussi. Ah, tu me donnes faim là. Et voilà, mais que ça. Le matin, il n'y a pas de pain, pas de féculents, pas de trucs comme ça. À partir du moment où tu as mangé ça dans ta vie. Si tu fais ça pour de bon, bah, au bout d'un moment, il te faut évidemment des glucides. Et là, on ramène du riz, qui est la seule céréale qui n'a pas changé en fait. Quand tu regardes le blé d'avant qu'on retrouve dans les tombes et le blé d'aujourd'hui, c'est carrément deux plantes différentes. Tu prends du riz qu'on a retrouvé il y a 5000 ans, il a la même tête, la même composition que le riz d'aujourd'hui, sauf le riz japonais qui est le riz blanc, c'est du sucre en fait. C'est ça. Donc nous c'est ça, le régime est très simple. Autant de fruits que tu veux. Alors, ça les fruits, c'est clair. Cueillir, je veux bien, mais tout le monde n'a pas un potager. C'est clair. Tu fais comment? Tu vas dans un magasin bio, de préférence en ayant parlé un peu avec les gens pour savoir comment ça se passe. J'en ai un peu plus loin en bas, près de Bastille, qui est nul, où ils ont c'est un magasin bio, mais c'est pas bien. Ils gardent des trucs trop longtemps, c'est pas bien. Mais c'est toujours plein. C'est une grande chaîne, ça marche bien. J'en ai un peu plus haut, là, dans l'avenue, j'ai beaucoup de chance, ils sont installés là. C'est exactement ça. Tous les jours, il y a des arrivages de trucs. Et puis parfois il n'y a pas grand chose. Et ben c'est ça. Ce truc là, il y a quelques heures, on n'est même pas en jour, on est en heure. C'est parfait. Voilà, là c'est bon. Même si ça fait un jour, mais ça devrait arriver par arrivage. Si tu vas dans ton magasin et que c'est toujours blindé de trucs, ça peut pas être bon. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais alors du coup, c'est privilégier les circuits courts, on est d'accord. Une boutique comme la tienne dont tu parles, je suis pas sûr que ça court les rues, notamment dans Paris. Mais ça se développe parce que je vois des trucs qui s'ouvrent un peu comme ça, un peu partout. Moi, je vis dans le 18e, à Montmartre. Il y a des petites boutiques qui s'ouvrent comme ça. Là, c'est mon ancienne habitation et maintenant mon bureau. Il y a des petites boutiques qui s'ouvrent. Je vais souvent travailler dans le 6e. Il y a des trucs un peu chics avant. Mais maintenant, il y a aussi des petites boutiques qui ont l'air plus des vrais trucs. Ah, c'est bon ça. Donc ça, c'est rassurant, effectivement, parce que... J'en vois de plus en plus. Ceux qui sont dans les grandes villes, on peut considérer que c'était compliqué, mais là, il y a un point qui est rassurant. Du coup, ça a l'air... Il faut chercher. Et il faut faire parfois de la route. Parce que moi j'ai de la chance, visiblement ça s'ouvre en même temps autour de moi. Mais je vois des élèves et des amis, souvent quand ils viennent me voir, ils arrivent avec plein de sacs du truc à côté. Parce qu'ils ont pas ça à côté de chez eux. Mais ça vaut le coup de chercher. Il y a un truc extraordinaire qui est que dans la médecine taoïste, on explique bien la manière dont se compose le corps. Et la manière dont on va digérer les éléments vont vraiment nous constituer. Donc quand tu manges un sale burger, tu l'ouvres, tu le touches avec ta fourchette et tout, et tu regardes parce que ça va devenir toi. Est-ce que tu as envie que ça soit toi? Est-ce que tu te vois comme ça? C'est une belle image. Ouais. Quand tu as vu ça, tu dis non, pas envie du tout, je préfère moi ressembler à ça. Et voilà. Parce que c'est vraiment de l'ordre aussi du respect. On a aujourd'hui un... Mais on retrouve dans des... Je vais donner une anecdote qui me plaît beaucoup, moi. Je suis... Pour moi, la peur que peuvent avoir les gens, même de circuler dans la ville, pour moi, c'est un truc terrible. Je pense que les gens devraient se prendre en main et développer une certaine assurance. Parce que ça, si on a peur de tout, on peut rien faire. Ah oui, c'est évident. Ouais. Dans la self-défense, quand tu réunis des gens au début et que tu veux leur apprendre comment se défendre, le premier truc que tu fais, moi ce que je fais en tout cas, je leur explique une histoire avec un méchant qui a l'air de faire très peur, que je prends, qui est un vrai méchant, parfois j'ai même des photos. Et je dis, qui peut se défendre contre lui? En général, tu as un ou deux téméraires sur les 30 personnes qui fait comme ça. Et après, je dis, ben voilà, ce même gars, vous rentrez chez vous, il est en train d'étrangler votre fille. Qui est-ce qui peut se défendre? Et là, tout d'un coup, tout le monde est devenu ceinture noire. Parce qu'en fait, les gens ne se donnent pas la permission de se défendre. C'est un gros truc, on se culpabilise pour soi. Et pour la nourriture, c'est à peu près pareil. Si j'ai un enfant, je vais lui acheter son bon truc et tout, et moi je vais manger un truc rapidement. On se donne pas la permission, on fait plus l'effort de se donner la permission de faire les choses. On oublie de se donner ce truc-là. Et ça se voit parce que pour beaucoup de choses,
on veut s'occuper des autres, on veut aider les autres, mais en fait on s'occupe pas de soi. Et c'est une grosse erreur parce qu'on ne pourra aider vraiment les autres que si nous on va vraiment bien. On est bien d'accord. Gandhi le dit très bien. Ouais. Et ouais, il faut s'occuper de soi, c'est la base de tout et c'est surtout pas égoïste de penser à soi et de cultiver son bien-être. Non. Et la société nous fait croire justement que c'est égoïste. Donc c'est bien de le dire. Ouais. Dans notre tradition, on dit que c'est 50-50. Là, au début, on s'occupe de soi. Quand ça va bien, on se rend compte que la moitié du travail profond que j'ai à faire sur moi vient de mon interaction avec les autres. Donc je m'occupe de moi, au bout d'un moment, je regarde les autres. Puis après, moi et l'autre, je regarde l'environnement. Et je commence à m'occuper de l'environnement, géomancie, feng shui, tous ces trucs-là. Puis au bout d'un moment, il y a le ciel. Et je m'occupe de tout le reste. Voilà, c'est une espèce de progressif. C'est ça, ouais, c'est step by step. Ouais. Quel est ton point de vue sur, justement sur l'évolution de la société? Parce que ce documentaire a pour vocation de faire réfléchir. Ouais. Quand on parle de bonheur, on parle de beaucoup de choses. On remet en question la société, l'amour, l'amitié, enfin plein de choses. Comment tu vois l'évolution de la société? Est-ce que tu as l'impression qu'on prend une direction plutôt positive? C'est quoi ton point de vue? Il y a un truc qui est vrai et qui est très dur à percevoir aujourd'hui. On est dans une des périodes les plus paisibles où il y a le moins de guerres, le moins de morts depuis le début de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? Oh, c'est des vraies études. Au début, j'essayais de les récolter parce que j'en parlais dans mes stages et ça faisait toujours réagir les gens. Mais non. Et j'ai pas eu besoin parce que Mathieu Ricard a sorti un énorme pavé. Ah oui, je l'ai lu, oui. Voilà, et oui. dedans, Ouais. il a mis toutes les études. D'accord. Et il explique ça avec détail. Et maintenant, je me sers de son bouquin parce que ça m'évite d'aller chercher les miennes. C'est sur l'altruisme, hein, c'est ça? Ouais, c'est le dernier, le très Ouais, bon. le truc énorme. Et c'est vrai, mais aujourd'hui, n'importe qui se fout de la cheville dans n'importe quel coin du monde et on va en faire un envoyé spécial et un truc. Et les gens sont très stressés avec ça. Mais pour de vrai, on est dans un moment où ça va mieux. Globalement, les gens se traitent mieux. C'est pas évident comme ça parce que nous on ne voit que les mauvaises choses. Encore une fois, comme on ne remercie pas, je connais très peu de gens qui passent leur journée à remercier Dieu, la nature, juste remercier. Juste merci. Parce que je vais bien, je marche, je respire, c'est agréable. On fait pas ça. En revanche, je connais beaucoup de gens qui chouinent toute la journée, j'ai ça qui va pas et tout. Ben, là, on est pareil, on se focalise sur tu te rends compte ce qui se passe là, mais on voit pas ce qui va bien en fait, et à quel point ça va mieux. C'est clair, moi je pense que c'est, allez, 5% de ce qui se passe à travers le monde, c'est des infos négatives, quoi, clairement. C'est clair. Ouais, je suis persuadé aussi. Et pour nous, dans la tradition, on a des cycles. Il y a des cycles courts de 28 minutes, il y a des cycles longs de 6800 ans. Donc entre les deux, on a plein de cycles et on regarde les cycles parce que c'est très important dans le taoïsme. Et là, dans les cycles humains, on est à la fin d'une période de 9, on est à la 8e période, on est au milieu de la 8e période, qui est elle-même le milieu de la petite période du dessous. En gros, ça veut dire quoi? Quand tu connais un peu le I Ching, le I Ching, le I Ching, ouais. Tu connais? Dans le I Ching, on dit, dans les traits, c'est toujours le trait du milieu, entre les deux, qui va poser problème. Donc, dans les deux trigrammes, c'est toujours le trait du milieu qui est faible, et dans l'hexagramme, c'est le troisième trait qui est... Parce qu'on a une rupture. Ben là, on est en fin de course, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie dans le monde. L'énergie, elle a besoin de se renouveler. On est un peu comme à la fin d'une vie. Et en plus, on est dans cette période fragile. D'accord. Donc, on est dans un moment critique. Il y a eu plein de cycles avant, donc ça se passe bien normalement. Mais on est dans un moment critique où les choses peuvent se réveiller ou aller plus dans le mur. D'accord. Moi, j'ai cette sensation à travers mon activité qu'on est quasiment en train de basculer sur un changement de paradigme. Ouais. Tu penses ça aussi? C'est possible, mais ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut aller dans un vrai réveil, un ras-le-bol tellement fort que justement on va refuser la manière de faire qu'on a eue depuis longtemps. Mais ça peut basculer dans l'autre sens, qui est un genre de résignation. Pourquoi je donne cette version négative? C'est parce que la seule solution d'une évolution globale des gens ne peut venir que par l'évolution individuelle des gens. Donc la responsabilité de la population, alors c'est pareil, c'est peut-être encore la société qui nous lance dans cette direction.
On est déresponsabilisé au niveau de l'alimentation, C'est clair. au niveau de la pharmacopée. Clairement, on nous fait gober des médicaments à tout va. Enfin, on est déresponsabilisé dans le travail, on est déresponsabilisé à tous les niveaux, quoi. Ouais. Et ça pose problème dans le sens où, ne se prenant pas en compte, n'étant pas responsable de sa propre vie, on n'a plus les besoins de faire les démarches qui nous permettent d'être responsables. Quand tu es responsable de ta vie parce que tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire certaines démarches, de sécuriser ton quotidien, de vérifier que tu as tout ce qu'il te faut pour que ça aille bien et tout. Si tu es habitué à avoir juste une vie où on s'occupe de tout pour toi, ben là tu t'occupes plus de rien. Et la grande évolution de la population ne peut venir que par l'évolution de chaque unité. Et ça c'est très important, sinon ça fait des grands mouvements et ça retombe. Ah ouais, c'est clair. Ce qu'on disait tout à l'heure, Gandhi le dit très bien, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais. Il a raison à 4000%. Ouais. Mais alors, c'est toujours pareil, moi, je réfléchis toujours de manière globale. Pour nous, voilà, c'est compréhensible, on peut l'appliquer dans notre vie au quotidien. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'une majorité de la population va peut-être comprendre tout ça, va se dire, ok, ouais, ils ont sûrement raison dans leur discours, mais c'est pareil, est-ce qu'il y a des outils pour le lendemain, pour se dire, ok, bah demain, moi, je me prends en main, je deviens responsable. Le problème, il n'est pas là. C'est beaucoup plus dur que ça. Dernièrement, j'ai fait une grosse conférence. Il y avait 560 personnes. Et c'était que des gens dans ce genre de démarche. Sur les 560, j'ai reçu dans les 300 emails. Dans les 300 emails, j'ai vu personnellement une centaine de gens. C'est sur ces 100 personnes que j'ai vues, ils m'ont tous tenu le discours, c'est ce que je veux faire, je veux m'occuper de moi, je veux être responsable, je veux commencer à m'entraîner. Et à la fin, il y en a eu un. Ah, j'étais sûr. Pourquoi ? Parce que, quelque part, se prendre en main, c'est accepter d'aller bien, c'est accepter justement d'être responsable. On n'a plus aucune excuse. C'est très dur d'enlever ou de se faire promettre d'enlever tous ces problèmes, parce que maintenant, on n'a plus d'excuses. Accessoirement, c'est très dur de travailler sur soi. Enfin, c'est pas rigolo du tout. C'est du temps, c'est un investissement, et puis surtout, c'est la confrontation à ses problèmes. Son corps, on se dit, mais comment j'ai vécu jusqu'à là, et que je suis pas mort, j'arrive pas à faire des trucs tout bêtes. Quand on commence à respirer, tout le monde. Quand on commence à respirer, tout le monde passe par une phase anxiogène. Les premières fois que tu fais des grandes respirations, si tu n'en as jamais fait, une oppression, et les gens arrêtent. Immédiatement. Alors, pire pour l'esprit, où il se pose, il se passe rien, et jusqu'à là, à la limite, ça va. Mais s'il se passe à un moment une espèce d'ouverture, alors là, ils iront plus. Ouais, c'est clair. Bon, moi, j'appelle ça le déclic, mais comme tu dis justement, ça ne concerne pas tout le monde. Non. Ouais. Et c'est pour ça que dans notre tradition, on dit attention. Le souffle, l'expérience spirituelle, nous on a une tradition de magie qui est quand même assez originale aujourd'hui, mais on a un truc vraiment ésotérique et tout, on dit ne touchez pas à ça tant que le corps n'est pas posé, enraciné, renforcé et détendu. Parce qu'après on va accepter le reste. Mais si je me sens trop faible, trop heureux, trop fragile, ça va pas se passer correctement. Et surtout j'irai pas, je voudrais pas. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu penses aussi que l'environnement dans lequel tu es peut justement nous aider, ou à contrepartie, ne pas forcément nous aider à aller dans cette direction ? L'environnement est très compliqué aujourd'hui parce que, encore une fois, les valeurs sont sur l'argent, les biens, les possessions, la consommation. Moi, je vois tous les gens qui font l'effort de regarder ce qu'ils mangent, l'effort de s'éloigner de leur famille ou de leurs amis pour aller pratiquer et tout, se font charrier, on se moque d'eux, voire carrément on leur en veut. Parce que un de mes élèves, par exemple, il commençait à avoir un régime très, très, très dur parce que il avait fait n'importe quoi depuis longtemps, il avait des problèmes de cœur, enfin, il avait grossi vraiment, ça devenait un danger pour sa vie. Sa femme au début était ravie qu'il fasse ça. Au bout d'un mois ou deux, il avait fondu, il était tout bien, il faisait attention à chaque truc qu'il mangeait, il tenait parfaitement sa discipline. Qu'est-ce que ça projetait à sa femme ? Son incapacité à elle de le faire. Et ça devenait insupportable. Et ils sont arrivés à un point presque de rupture, tellement lui disait « Oui, mais tu vois bien que maintenant je suis en forme et en bonne santé. » Et l'autre disait « Oui, mais non, c'est n'importe quoi. » Ça projette sur elle le fait qu'elle soit pas capable de le faire, c'est horrible. Donc la pression d'aujourd'hui est difficile à cause de ça.
Mais même, de l'autre côté, il y a quand même un côté vraiment positif, tout le monde est un peu au courant. Donc, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, c'est carrément mieux qu'il y a 20 ans, et etc. Donc, il y a une possibilité. Mais ça devient dur, parce que si je me mets à pratiquer correctement, les gens le prennent presque comme une attaque. Parce que je vais leur montrer que eux ne sont pas capables, ou que eux, ils auraient voulu, mais ils n'y arriveront pas. C'est difficile pour eux. Ouais, c'est le reflet de la société, ouais. C'est difficile. Bah, ouais, moi je pars du principe qu'il faut passer au-dessus, après je dis pas que c'est simple. Mais, On revient exactement à mon idée qui est, quand tu es fort, quand tu es enraciné et posé, on te dit ce que tu veux, pas de problème, mais il faut avoir ça. Donc il faut vraiment au début vraiment cultiver avant d'arriver au magique, au spirituel, à la méditation, où tu pars dans des voyages, machin, ouais. Déjà, enracinement, renforcement, parce que le renforcement c'est important. La première chose que tu apprends quand tu commences à rentrer dans une pratique, c'est que ça va prendre du temps et qu'il y a une masse incroyable d'informations à ingérer. Et ben, comme disait mon prof, qui était un mec très pratique, il disait avec une bonne diarrhée, pas de méditation. Et c'est clair, si t'es malade, si t'es fatigué, si t'es pas bien, tu peux pas méditer, tu peux pas faire des trucs. Donc le corps doit être fort. Il doit être fort parce que la voie, si on le voit comme une évolution spirituelle, c'est long. C'est long parce que c'est un chemin de vie. Donc on peut pas être malade tout le temps, c'est juste pas possible. C'est comme une carrière, on peut pas être malade. Ah oui, je suis d'accord. Et il faut être détendu. Il faut être détendu parce qu'il y a une telle pression dans le monde, je dois me sentir solide et en même temps réceptif. Être beaucoup plus capable à quelqu'un qui m'insulte, non pas lui dire de m'énerver, mais de dire oui d'accord, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et ça change tout. Ah ouais, tu prêches un Mais peu. ça, il faut cette force. Aujourd'hui, c'est mal vu à plein de niveaux. Ouais, je suis d'accord. Tu parles de spiritualité. Mhm. C'est quoi la spiritualité pour toi? Ah, la spiritualité, il y a plusieurs branches. Même dans ma propre école, il y a plusieurs branches. Il y a une spiritualité par dévotion, qui est véritablement une projection vers l'idéal qu'on peut avoir de soi ou d'une image divine, et on va, par dévotion, se rapprocher de cette image. On a une vision beaucoup plus animiste, avec le fait de se fondre dans le vent, dans la nature, dans le monde. Et il y a cette idée beaucoup plus liée à la non-dualité ou de disparition, le retour à ce qui n'est rien. Et dans notre école, dans mon école qui s'appelle Daxuan, le grand secret justement, il est lié à ça. Qu'est-ce que c'est vraiment que le spirituel? Qu'est-ce que c'est? Mais pour répondre à ta question de manière plus claire, la spiritualité, c'est donner un espace normal à l'infini de l'esprit. Tu peux faire ce que tu veux avec ton esprit. Visiblement, il n'a pas de limite. C'est bien différent de qui on est nous. Et encore une fois, l'esprit lui-même, il est différent de nous. Ben, c'est lui donner sa place. Parce que si on ne lui fait pas sa place, on va souffrir de ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est une maladie, l'acédia dont parlait Évagre le Pontique, Origène ou Macaire l'Ancien, dans les premiers chrétiens d'Occident, ou qu'on retrouve dans le Esser Séphiroth ou dans les textes de Kabbale, qu'on retrouve chez Pythagore ou même chez Hermès, c'est, si tu ne donnes pas de l'espace à la spiritualité, tu te coupes d'une partie de qui tu es. En tant qu'être humain, on est terre à terre, il faut arrêter de flotter avec des voilages orange et tout, on doit s'occuper de sa vie. Moi je suis d'une tradition dans la vie, avec une famille, un travail, dans la vie, pas de retraite. Mais en même temps, il faut donner la même place au spirituel, parce que le spirituel, c'est nous aussi. Et ben, on a deux bras, si nous en manque un, c'est moins rigolo. Ben là, c'est pareil. Et au bout d'un moment, ça peut vraiment plomber, parce que des gens qui, par réactivité, parce qu'ils ont été dans une école catholique petit, ou qu'ils refusent les religions, ou le truc, juste par réactivité, pour une raison ou pour une autre, au bout d'un moment, ça devient un mal-être. Je faisais il n'y a pas longtemps une conférence sur l'athéisme. Et je parlais des différents types de croyances. Et dans les croyants vraiment actifs, il y a les athées. Parce qu'ils choisissent de croire à rien. Mais ils le font de manière tellement militante qu'ils sont presque plus croyants que certains croyants que je connais. Ouais, ben ça c'est la force des religions. Hein. Voilà. Ouais. Et le spirituel, si tu laisses pas sa place, il le prendra. Et ça pourrait être de manière plus ou moins
morbide pour toi en fait. Parce que en tant qu'être humain, si on ne laisse pas sa place, ça crée un mal-être et ça finira pas bien. Tu fais un distinguo entre l'esprit et l'âme? En fait, dans l'esprit, on a une vision très claire de l'esprit qui a 5 parties. Elle a une partie très liée à la survie, à la réactivité, ce qu'on appelle les arcs réflexes. Tu sais, ça coule, je retire la main. C'est pas passé par mon esprit, c'est moi en tant qu'animal qui veut pas mourir. Tu prends une amibe unicellulaire, tu mets une goutte de produit chimique, elle s'éloigne. Ça marche pour tout le monde. Instinct de survie. Voilà, on a ça et c'est aussi ce qui va faire notre ego. Cette partie-là de l'esprit qui nous permet de dire moi je suis. S'il n'existe plus rien dans ma vie, il existe le fait que je sache que je suis. Même quand je rêve, je sais que je suis. Il paraît qu'on est la seule espèce sur Terre à justement être conscient de ça. Complètement, c'est notre grande force. Pour équilibrer ça, parce que ça c'est vraiment lié à la Terre, à notre incarnation, on a justement une partie très 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 yang, très éthérique, qui est la partie la plus liée au spirituel et la plus liée à l'intuition, au message qu'on n'a pas besoin d'apprendre, aux choses qu'on sait. Dans toutes les traditions du monde et dans toutes les populations, ça a été étudié par plein de gens, quand un enfant petit tue la première fois un insecte ou un truc, il sait que c'est pas bien, il va le cacher. Alors que ça peut être des sociétés de chasse qui vont tuer des animaux toute la journée, mais il sait bien qu'il fallait pas le faire. Moi, ma fille, il y a quelques années, a tué un escargot dans le sud, sur la terrasse, et elle l'a planqué. Je dis, mais pourquoi tu le caches? Comment tu sais que c'est pas bien? Mais elle savait. Ah ouais. Elle savait très clairement que c'était pas bien. Et ce truc-là, il est très fort. Donc, on a ces deux parties-là. Ce côté très lié à notre incarnation, et cette partie très spirituelle. Puis après, on a des parties beaucoup plus logiques, beaucoup plus pratiques, planification, action. Voilà. Et ces 4 parties-là permettent de développer ou pas le plaisir de la vie, l'amour de la vie. Ouais, donc il faut cultiver sa spiritualité. On est obligé. On est obligé parce que on ne peut pas savoir vraiment qui on est, on ne peut pas être en contact avec la réalité, on ne peut que poser des questions. C'est la différence entre la philosophie et la spiritualité. Si je pose des questions pour poser des questions, c'est intéressant, mais ça ne va pas me faire évoluer plus que ça. Ouais, donc ça nécessite d'être curieux. D'être curieux et d'avoir une méthode. D'accord. Il faut une méthode. Quand tu vois ce que sont les méthodes les plus directes, Dzogchen, Mahamudra, Shiva Vishnu Cachemирien, les trucs vraiment où ça rentre tout de suite, il faut des années et des années. Tu vois les méthodes un peu plus longues, on te met devant un mur, puis t'attends. Ça va prendre plus ou moins de temps. Toutes ces méthodes-là, ça prend du temps. Donc, quel terrible orgueil de croire que, juste en étant un peu curieux, en faisant 3 trucs, moi je vais trouver. Il y a des mecs, ça fait 2000 ans, 4000 ans qui autant prendre leur chemin. C'est le gars qui arrive dans la ville, il est à New York, il dit non, je vais pas prendre de carte, je vais y aller. Ouais. Et il va perdre un temps terrible. Il va être dans l'avion avant d'avoir fait le tour de ce qu'il voulait voir. Les méthodes, elles sont là pour ça. C'est pas mieux, mais c'est juste une manière de nous dire, regarde, c'est mieux par là. Ça fonctionne, quoi. Voilà. Mais il faut une méthode intelligente. C'est-à-dire, si j'ai une méthode, je reprends mon gars à New York, il arrive et il prend une carte pour touristes. Tu sais, t'as la Statue de la Liberté, Broadway, 3 trucs. Il va se perdre pareil. Enfin, ça sert à rien, ça. Maintenant, il prend un plan d'architecte où il y a toutes les intersections de toute l'électricité. C'est trop compliqué. Donc, il faut une voie qui est pareille. Il faut une voie qui te dirige, mais qui ne soit pas en train de te perdre dans des concepts dont tu n'as rien à faire pour ton bonheur. Et surtout, qui ne soit pas trop simpliste. Le côté, je m'assois et ça va venir, non, ça va pas venir. C'est comme les gens qui font des arts martiaux et que tu leur dis, mais comment j'apprends à me battre? Fais des formes et ça va venir. Non, ça viendra pas du tout. Il faut faire le truc qu'on veut faire pour que ça marche, sinon ça marche pas. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, je pense que c'est un vrai message positif que tu es en train de transmettre. C'est prenez conscience de ce que dit Serge, parce que c'est une réalité, mais ce n'est pas qu'une seule voie. Mais ouais. De toute façon, moi j'ai beaucoup étudié les voies différentes. À un moment, quand j'avais fini d'apprendre la mienne, mon prof m'a dit ça va prendre 20 ans maintenant pour digérer. Voilà. Donc en attendant, pendant que tu digères ta voix, va regarder d'autres choses. Ne change rien à ta voix. Mais regarde d'autres choses, tu vas voir, c'est pareil. Et j'ai commencé à étudier beaucoup de choses. La Kabbale, les différentes religions, le shivaïsme, les différentes branches du bouddhisme et tout. Mais quand tu regardes bien, ils arrivent tous à la même chose.
Et même les religions, elles arrivent à la même chose. Après, la manière dont c'est emballé, mais c'est la même chose. Bon, on va tous dans la même direction, hein. Normalement, oui. Ouais. Donc c'est ce qui est bien, c'est justement, c'est chacun a son chemin, tout le Ouais. monde peut s'y retrouver quelque part, Ouais. cultivons notre curiosité et essayons d'élever un peu notre conscience, quoi. Et laissons une belle part au bon sens. Quand tu expliques à quelqu'un que tu vas pas bien, que ton esprit, tu sais plus ce qui se passe, tes émotions, c'est n'importe quoi, le gars peut pas te dire assis-toi et ça va venir. Parce que si tu l'écoutes là, c'est vraiment, tu dis, mais non, mais je viens de t'expliquer que ça va pas. Il faut me donner des méthodes. Donc il faut faire attention, quand on va vers une voie spirituelle, il faut quand même des méthodes. Il faut que la personne puisse te dire, oui, alors ça va prendre du temps, mais fais ça. Ah, t'as fait, et t'arrives ça, ben maintenant regarde, fais ça, mais il doit y avoir ça. Les voix un peu trop, ouais, rien n'existe, tout va bien. Ouais, Ouais. non. Ouais. Ah, c'est comme le gars qui va chez l'acupuncteur. Et en France, on a une acupuncture très très ésotérico machin, parce qu'elle est là depuis trop longtemps avec des gens qui réfléchissent trop. Et le gars, il arrive, il a mal au ventre. Et l'acupuncteur, il lui fait des trucs. Ah oui, c'est votre énergie, les ancêtres, avec le truc et votre maître jour par rapport au machin. Il va lui soigner les 5 générations d'avant, et le mec repart avec son mal de ventre. L'acupuncture traditionnelle, bah, on va soigner ton mal de ventre, puis on va dire, bah, tu sais, ça vient de ça, ça et ça serait bien de le soigner. Mais on va pas oublier le mal de ventre. Et quand tu arrives avec un vrai questionnement dans une voie, il faut pas oublier qu'il y a un mal-être, il y a un vrai problème. Donc il faut s'occuper de ça, et puis on va travailler sur le reste, mais il faut s'occuper de ce qui va pas. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je trouve beaucoup de points communs avec tout ce que tu es en train de dire, ce que je pense. Et je me fais un parallèle là, en t'écoutant avec les arts martiaux. Parce que moi, j'ai fait des arts martiaux aussi, j'ai fait 14 ans de kung fu. Et je retrouve un peu ce que tu dis. Super. Et je recommande à tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, de dire tester n'importe quel art martial. Puisque tous les arts martiaux sont vraiment bons. Ça apporte énormément. Et je m'y retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Parce que le fond de ton discours, j'ai l'impression que c'est cette base art martial. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un fond de transmission d'un maître, tu vois ce que je veux dire? Oui, et chez moi, c'était particulièrement fort parce que petit, j'étais chétif, plutôt faible, plutôt petit. J'étais toujours celui qu'on embêtait facilement. Tu sais, t'en as toujours un qu'on pousse facilement parce Ouais, que je c'est vois. le petit, tu vois. Mm, Et donc petit, moi, dans mon enseignement, mon prof m'a vraiment incité d'abord à être fort, posé, stable. Et puis le reste est venu après, en fait. ouais. Mais et aujourd'hui, dans la tradition, je regarde dans les vieux textes, ils disent ça pour tout. Parce que tu commences à 45 ans, il faut commencer aussi par ça. Il faut s'assurer que justement, tu es bien dans ton corps, tu es bien. C'est pour ça que dans beaucoup de mes textes, je parle de la voie martiale, l'art martial sérieux, réaliste, logique, dont le bon sens peut dire ah bah ouais, ça marche. Il te force à remettre en question beaucoup de choses. Ta peur, tes fantasmes, toute l'imagerie que tu peux avoir de la violence. Et quand tu as soigné ça, déjà, tu as enlevé un couvercle qui est. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité et qui ont beaucoup de trucs de tension et tout, qui vient juste de ça. Parce qu'ils sont voulu tellement aller dans le spirituel que leur corps est toujours puis fragile et puis inquiet. Mm. Ouais, bah, il y a une forme de boulimie aussi autour de tous ces stages en développement personnel, donc ouais, ça m'étonne pas trop, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait préconiser les arts martiaux quand même pour une grande partie de la population, sachant que le Qigong, le Tai Chi en fait partie, hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, ah bah oui, mais moi je vais pas me lancer dans le karaté, je sais pas, j'ai 75 ans, ça sera pas pour moi, quoi. Mais il y a plein d'arts martiaux qui sont des arts martiaux très doux, on parle d'énergétique, C'est clair. qui sont très accessibles à tout le monde et qui nous amènent sur cette voie. Ouais. Le Tai Chi Chuan a une pratique que j'aime beaucoup parce que c'est très souple. Mais attention, le nom du style c'est Tai Chi Chuan. Chuan c'est le point, c'est la boxe. Le style ancien de Tai Chi Chuan, j'ai des cours que je pourrais te montrer, c'est de la boxe. C'est très sérieux. Alors ça commence de très doux, avec des exercices très légers, mais après on peut vraiment le transformer en une méthode de défense extrêmement efficace. De percussion. Hein, le système principal du Tai Chi n'est pas un système de poussée de main où on pousse la personne qui est énervée revient, mais c'est un système de boxe. D'accord. C'est très sérieux. J'imagine que à travers ton parcours, il y a des maîtres ou des citations, par exemple, qui t'ont inspiré, qui t'ont permis de continuer à avancer. Est-ce qu'il y a une citation qui te vient à l'esprit, qui te marque peut-être plus qu'une autre? Oui. Dans la tradition, en fait, dans le développement personnel, dans l'exploration de soi,
il faut bien tout regarder, parce qu'il y a une expression pour moi qui résume bien, qui dit la pratique, c'est comme une grenouille qui traverse une route. Où elle traverse pas de problème. Où elle traverse, pas de problème. Si elle traverse à moitié, écrasée par voiture. C'est Maître Miyagi dans Karate Kid. Excellent. Je crois qu'on l'a tous regardé, hein, ce film. Un classique. Non, sérieusement, il y en a une autre que j'aime beaucoup de mon professeur qui me disait un jour si tu dois parier une seule fois dans ta vie tout ce que tu as, tu choisis entre le lapin et le renard. Le renard essaie de bouffer le lapin. Sur qui tu paries? Alors moi, tu sais, j'étais petit, je dis le renard a l'air plus costaud quand même. Donc je dis le renard. Et non, le lapin. Bon, je dis mais pourquoi? Il dit c'est super simple. Le renard, il court pour manger. Le lapin, il court pour sa vie. Donc, toujours sur le lapin. Merci Serge. Je t'en prie.